Il y a de nouveaux aspects qui ont été abordés lors des plaidoiries et sur lesquels nous souhaitons provoquer un débat contradictoire. C'est d'abord concernant Maître Kondombo. Il a évoqué la prescription pour ce qui est des faits reprochés à M. Ouedraogo Sompayimdi Ismaël. Est-ce qu'il est à côté? S'il n'est pas à côté, il y a aussi également de nouveaux aspects qui ont été développés concernant l'élément matériel du détournement de deniers publics qui a été abordé par le bâtonnier. Je voudrais provoquer un débat contradictoire là-dessus. Le bâtonnier a soutenu que le fait que les fonds aient fait l'objet d'un virement sur le compte de Dame Bamba et que les fonds aient été remis par Dame Bamba font que l'argent qui a été remis n'est plus de la nature de deniers publics. Je vais provoquer un débat contradictoire là-dessus après la prescription qui a été soulevée par Maître Kondombo. Donc on va faire le tour de parole. On va adopter le tour de parole que nous avons adopté depuis le début. Et je vais donner la parole à la partie civile. Oui. Également. Si. Aspects sur lesquels nous allons débattre. Il y a d'abord la prescription des faits qui ont été reprochés à M. Ouedraogo Ismaël Sompayimdi et par la suite l'élément matériel sur le détournement des deniers publics plus les textes applicables à la présente procédure concernant les faits de 2016. Les faits reprochés à Mme Zongo Yendo. La partie civile a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Alors sur la question de la prescription, je ne sais pas si M. Kondombo est là. Bon, on aimerait qu'il revienne là-dessus parce qu'il y a des éléments sur lesquels nous n'avons pas pu bien noter. Alors, pour ce qui est de l'origine, de la nature des fonds, je veux dire l'origine publique des fonds qui sont issus du contrat de marché à hauteur de 115 millions. Le bâtonnier M. Salambéré soutient que ces fonds, étant donné qu'ils sont passés dans la comptabilité de Mme Bamba, deviennent des fonds privés, en ce sens qu'il y a eu transfert des fonds d'un compte du trésor public à un compte privé, et de par ce mécanisme, les 10 fonds deviennent des fonds privés. Et si, plus tard, il y a eu remise à une autre personne, c'est que c'est des fonds privés qui auraient été réunis et non pas des fonds publics. Alors, Monsieur le Président, sur ce point, nous allons relever ce que nous avons préalablement dit ici. C'est que d'abord, de par l'origine, ces fonds étaient publics, logés dans les comptes du Trésor public, mis à la disposition du ministère de l'Action, en charge de l'action humanitaire. Un contrat a été conclu. Sur la base du dit contrat, Mme Bamba devrait livrer du carburant au ministère de l'Action humanitaire, au ministère en charge de l'action humanitaire. Mais en lieu et place, c'est des sommes d'argent qui ont été distribuées. Et nous disons, si Mme Bamba était restée dans la dynamique, comme le contrat le prévoit, livrer du carburant à l'État, on aurait dit que le carburant, et même là, ce carburant, c'est une propriété de l'État, puisque c'est ce qu'elle avait obligation de livrer. Mais, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas du carburant qui a été livré, et c'est de l'argent que des personnes tierces au contrat ou des personnes privées sont venues prendre pour aller remettre à un destinataire. Et nous avons dit, ce processus, c'est un mode opératoire. En ce sens que l'argent ne peut pas être pris directement dans le compte du Trésor public. Il y a un contrat qui est fait,
Et sur la base du contrat, le paiement est fait, mais en réalité, cette personne sert d'intermédiaire pour faire l'argent transite dans ses mains et parvienne au destinataire final. Et sur la base de ce mode opératoire, nous avons dit, Monsieur le Président, pour nous, les fonds ayant une origine publique demeurent publics parce que ça ne change pas proprement dit de destination. C'est le circuit que l'argent a pris pour transiter, pour arriver dans les mains du destinataire final, qui a fait que des personnes ont intervenu, mais l'intention première est que l'argent devrait parvenir dans les mains de ces personnes. Voilà notre logique. Madame Bamba, pour nous, devrait nous remettre du carburant. Est-ce que le carburant qui allait être remis, c'est du carburant de l'État ou pas? C'est du carburant de l'État. Mais ce n'est pas du carburant qui a été remis. Et à ce titre, pour nous, le contrat a fait transfert, bien sûr, par le paiement qui a été fait, mais c'est un mode opératoire et ce n'est pas ce qui a été prévu au contrat qui a été livré, ou autre chose a été livré en lieu et place, et pour nous, cela ne change pas la nature et les fonds qui ont été mis dans les mains de Mme Bamba pour être transités à un destinataire final. Sur ce point, nous sommes formels, les fonds demeurent publics. Sur la question de, je ne sais pas, peut-être mon collègue va intervenir, de la loi applicable au moment des faits. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes les parties. Monsieur le Président, vous avez dit qu'on devait intervenir sur 3 points. Mais moi, je pense que ça doit être 4 points. Parce que si vous avez bien suivi, le bâtonnier, dans son intervention, a évoqué que Mme Yen Zongo-Lor avait une demande reconventionnelle vis-à-vis donc de l'État. Donc, permettez que nous puissions réagir sur cette demande reconventionnelle qui vient d'être formulée parce que ça n'a pas fait l'objet de débat. Peut-être que si vous permettez, je vais réagir sur ça, avant donc de compléter mon intervention sur un autre point, et puis laisser donc la charge au parquet de réagir donc sur les autres aspects. Monsieur le Président, si vous permettez, sur la question de la demande reconventionnelle de Mme Yen Zongo-Lor. J'ai entendu dire par le bâtonnier Maître Salaméré que Mme Yen Zongo-Lor a été victime de cette procédure et que, par conséquent, elle formule une demande reconventionnelle tendant donc au paiement des frais exposés et non compris dans les dépenses d'un montant de 25 millions de francs CFA et qui devrait être payé par l'État burkinabé. Monsieur le Président, cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 9 de la loi portant organisation judiciaire adoptée en 2025, qui effectivement dit que lorsque une partie est condamnée, succombe à un procès et qu'elle est condamnée donc aux dépens de l'instance, elle peut être condamnée aussi à payer des frais exposés et non compris dans les dépenses à la partie qui aurait gagné le procès. C'est comme ça que je résume les dispositions de l'article en question. Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale et on connaît les conditions dans lesquelles une partie peut être amenée à payer ou à dédommager une autre partie. Monsieur le Président, la cause qui est débattue par devant vous n'a pas été mise en mouvement par l'État burkinabé. Ça a été mis en mouvement par le parquet, c'est vrai. Le parquet ici représente la société. Mais il faut faire le distinguo entre le parquet et l'État burkinabé que l'agent judiciaire de l'État représente. Monsieur le Président, si vous prenez le parquet, qu'est-ce qui est dit? Il est dit, il y a un principe que tout le monde connaît qui est enseigné donc dans les amphithéâtres, qui dit que le parquet est irresponsable. L'irresponsabilité du parquet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le parquet engage des poursuites vis-à-vis de quelqu'un et que cette personne est relaxée, elle ne peut pas se retourner donc vers le parquet pour faire des réclamations. C'est ça le principe de l'irresponsabilité du parquet. Donc sur cette base, on ne peut pas
faire des réclamations conventionnelles vis-à-vis du parquet. Mais prenons donc le cas de l'État burkinabé que l'agent judiciaire de l'État représente. Là aussi, nous sommes en matière pénale, Monsieur le Président, et la loi prévoit les cas dans lesquels une partie, sinon un prévenu, a la possibilité de faire des réclamations vis-à-vis de l'autre partie. C'est le cas où l'action publique est mise en mouvement par l'autre partie. Ça veut dire que si, par exemple, les poursuites étaient faites sur la base d'une plainte avec constitution de partie civile, c'est dans ce cas d'espèce-là qu'au cas où il y a une ordonnance de non-lieu, ou bien après jugement, la partie donc qui a été poursuivie a été relaxée, peut faire des demandes vis-à-vis de la partie qui a initié la plainte avec constitution de partie civile. Est-ce que dans le cas d'espèce, c'est ce qui s'est passé? Non. L'État burkinabé n'a pas formulé une plainte avec constitution de partie civile. Donc, on ne peut pas faire des réclamations contre l'État burkinabé parce qu'il aurait perdu. Et pour ça d'ailleurs, est-ce qu'on pourra conclure que l'État burkinabé a perdu dans ce procès au cas où des personnes poursuivies ont été... Bon, si à la fin, on arrive à la conclusion que les personnes poursuivies, parmi les personnes poursuivies, certaines sont condamnées. Est-ce qu'on pourrait arriver à la conclusion que nous, État burkinabé, nous avons perdu le procès? La réponse est non. Et donc, si vous prenez dans toutes ces hypothèses que je viens de citer, Madame Yen Zongolor n'est pas fondée à faire des réclamations vis-à-vis de l'État burkinabé et nous estimons que cette réclamation est donc infondée et elle ne peut pas prospérer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, voilà donc le premier aspect de mon intervention. Le second aspect, je vais aborder la question de la prescription qui a été soulevée par le conseil de M. Ouedraogo Sompayimdi Ismaël. Bon, c'est vrai, j'ai été pris de coup parce que quand il posait la problématique, peut-être que je n'étais pas dans la salle, mais de l'explication que vous avez donnée, je pense que cette exception donc, de la prescription est fondée sur le fait que les faits datent de 2016-2017. Je pense que c'est sur cet aspect que, voilà, ils font donc son exception. Il prétend qu'il y a prescription. Monsieur le Président, nous sommes en matière d'infraction économique. Et en l'espèce, le prévenu est poursuivi pour une infraction de complicité, plutôt d'enrichissement illicite et l'infraction de blanchiment des capitaux. Qui dit infraction de blanchiment des capitaux parle d'infraction, je qualifierais de... Je suis en train de perdre mes mots, mais c'est pour dire que c'est une infraction qui, dans la prescription, commence à partir du jour où elle a été découverte. Donc, il s'agit pour moi d'une infraction occulte. La notion d'infraction occulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que l'infraction n'est pas découverte, les délais de prescription ne commencent pas à courir. Et c'est le prototype, en fait, de l'infraction occulte. Quand vous prenez l'infraction de blanchiment des capitaux, et qui est un peu en liaison avec l'infraction d'enrichissement illicite, pour lequel donc M. Ouedraogo est poursuivi. Donc, si on se fonde donc sur ces deux aspects, Monsieur le Président conviendra avec moi qu'il n'y a pas prescription en la matière et que c'est bien donc dans son droit que le parquet a poursuivi M. Ouedraogo pour ces deux infractions. Je vais m'arrêter là. Peut-être que le parquet va intervenir sur le test applicable et puis peut-être renforcer donc mon argumentaire sur la prescription des deux infractions reprochées à M. Ouedraogo. Je vous remercie. Merci à la partie civile. La parole est au ministère public pour sa réaction sur les aspects qui ont été soulevés et qui n'ont pas été débattus contradictoirement. Merci, Monsieur le Président.
Mais avant d'opiner sur les points qui ont été donc soumis aux acteurs, est-ce que vous me permettez de revenir sur un point qui n'a pas concerné l'appréciation juridique des faits, mais sur l'intervention d'un des conseils. Et lors de son intervention, pour moi, il a fait des insinuations qui peuvent porter atteinte à la crédibilité des institutions. Et je sens le devoir pour moi d'intervenir pour clarifier la situation. Si vous me le permettez, j'interviens par rapport à ça avant d'aborder les points qui font l'objet donc d'opinion devant votre bar, Monsieur le Président. Vous pouvez y aller, Monsieur le Président. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Alors, lorsque l'un des avocats de Mme Laure Zongo a pris la parole, il a commencé par vous relater les confidences qu'il a eues de sa cliente. Et je cite, il dit que lorsque sa cliente est arrivée donc à son cabinet, elle lui a dit ceci. Maître, je suis victime d'acharnement de la part de la justice de mon pays. Et lui, il l'a tout de suite pris au bon pour lui faire comprendre que la justice était le carrefour de toutes les contradictions et que cette situation pouvait l'amener à penser de la sorte, alors que ce n'est pas le cas. Sur le coup, j'ai aimé sa réponse. Mais par la suite, le conseil a semblé partager le ressenti de Mme Laure. Parce qu'il a dit. Et il a dit que la suite des débats l'a convaincu par rapport à ça. C'est très grave. Je pense qu'on peut défendre son client sans jeter les institutions en pâture. On peut défendre son client sans discréditer les institutions de la République. Elle a été victime d'acharnement de la part de qui? Du parquet ou de la juge d'instruction? Revenons-en à l'environnement du dossier. Le point de départ du dossier, Monsieur le Président, vous le connaissez comme moi. Lors d'un procès qui concerne donc des agents publics, il a été dit que d'autres agents qui n'ont pas été traduits devant votre bar étaient également impliqués. Nous avons estimé nécessaire de donner l'occasion à ces agents-là de s'expliquer. Et Monsieur le Président, lorsque nous avons pris notre réquisitoire introductif pour saisir le juge d'instruction, sur les réquisitoires, il n'y avait qu'un seul nom. Je ne vais pas le citer, mais il n'y avait qu'un seul nom. Vous savez très bien, le juge d'instruction est saisi des faits. Ça veut dire qu'au cours de l'instruction, lorsqu'il se rend compte qu'il y a certaines personnes qui sont impliquées dans la commission des faits, comme auteurs ou comme complices, il a la possibilité de les mettre en examen. Et c'est dans ce sens-là qu'en plus de ceux que nous avons cités, et nous avons ajouté aux autres, le juge d'instruction a mis en examen beaucoup d'autres personnes, dont Mme Laure. Et il a instruit le dossier. Et lorsqu'il a fini, il a trouvé qu'il y avait assez d'éléments et il a renvoyé le dossier devant votre juridiction. Jusque-là, même ceux qui ont été donc, ceux contre qui il a pris l'ordonnance de renvoi, ils sont présumés être innocents. On leur a juste donné l'occasion de venir s'expliquer. Et qu'est-ce qui a justifié qu'on renvoie Mme Laure devant votre juridiction? Ce que les mêmes avocats ne disent pas, c'est que ce n'était pas la seule ministre qui était mise en examen par le juge d'instruction. Non. Mais pour les autres, il y a eu, les concernant, une ordonnance de non-lieu. Et pour Mme Zongo, je vais revenir un peu sur les faits. On n'a pas besoin d'être juriste pour les apprécier. Un agent de ce ministère a dit il y a eu du carburant à hauteur de 115 millions qui a fait l'objet de partage entre le ministre de l'époque, son DAF et d'autres agents. Le juge d'instruction ne s'est pas limité à ça. Et le même DAF arrive et dit effectivement, j'ai voulu me situer par rapport à ce carburant. On m'a dit que madame le ministre est passé récupérer. Et ce n'est pas tout. La personne bénéficiaire de ce contrat dit des gens sont venus de la part de madame le ministre. Ils ont pris en lieu et place du carburant des numéraires au nom de madame le ministre. Ça ne se limite pas là. Celui qui est censé avoir pris le numéraire au nom du ministre dit effectivement, c'est plus de numéraire à la place du carburant
que j'ai remis à Madame le ministre, et de vous à moi, on n'a pas besoin d'être un juriste. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui tendent à penser que Madame Laure a effectivement impliqué dans les faits dont on lui reproche? On lui a donné juste l'occasion de s'expliquer. Si nous nous arrêtons là, elle-même, elle allait s'en vouloir. Parce que des éléments tendant à penser qu'elle est impliquée, il y en a. Pourquoi ne pas lui donner l'occasion de s'expliquer? C'est ce que nous avons fait. Où est l'acharnement? Qu'on nous dise où est l'acharnement. On a permis à Madame le ministre de s'expliquer. Elle n'était pas le seul ministre. Les mêmes avocats ont incité sciemment qu'on avait cité tel ministre, on avait cité tel autre ministre. Les mêmes personnes n'ont pas dit que les mêmes ministres étaient effectivement devant le juge d'instruction et qu'ils ont bénéficié d'un non-lieu. Monsieur le Président, nous on a toujours dit, ceux qui sont devant votre barre, et les 8 jours d'instruction, c'est pour permettre à la vérité de prospérer. Si la vérité conduit à la relaxe de Madame Laure, on la relaxe, nous n'avons pas un problème avec ça. Et si la vérité conduit à sa condamnation, le tribunal prend ses responsabilités. Nous sommes objectifs. Lorsque nous avons analysé les faits, nous avons vu que pour certains prévenus, il n'y a pas d'éléments, on n'a pas forcé. Nous, nous faisons notre travail. Nous ne sommes pas là pour nous acharner sur quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour mettre la pression sur quelqu'un. Voilà. Je voulais donc apporter cette précision parce que tel que c'est véhiculé, c'est carrément une insinuation. Lorsque, pour commencer, sans rentrer dans le fond, vous dites effectivement que cette confidence vous a été faite et que apparemment le Sud de l'Orient vous a donné raison. C'est pour dire que de façon indirecte, vous partagez le ressenti de celui qui a partagé sa confidence. Et ce n'est pas joli. Venant d'un avocat, je pense que dans la plaidoirie, il y a des limites qu'il faut se fixer. On peut défendre son client sans compromettre la crédibilité des institutions. Parce que cette façon de faire, vous le savez très bien, peut saper la confiance que les citoyens ont en leur justice, en leur institution de façon générale, et ce n'est pas joli. Monsieur le Président, ce sont ces précisions dont je voulais vous apporter pour que ces insinuations ne prospèrent pas. Surtout que le procès est relayé, je pense qu'il y a lieu de recadrer les gens pour effectivement garder la crédibilité intacte de nos institutions. Sur ce, si vous permettez, passons maintenant aux questions donc, qui sont soumises à notre appréciation. Oui, merci, Monsieur le procureur. Maître Ndepambo, ouais, ce que le procureur a relevé est quand même juste. Il faut quand même que vous ayez des limites. Lorsque vous voulez défendre vos clients, vous en avez tout le droit, mais vous devrez quand même respecter aussi les institutions. Je n'appelle pas de commentaire là-dessus. Voilà. Monsieur le procureur, vous pouvez continuer. Merci. Alors, parlons de la prescription. Soulevée par Maître Konombo Adama. J'avoue que je ne comprends pas sa logique juridique. J'avoue franchement que je ne comprends pas. Alors, je pense ainsi, j'ai bien compris, pour lui, les fonds en cause ne sont pas des fonds publics, mais des fonds privés. Et tirant donc les conséquences de ces faits, on ne peut pas parler de détournement de fonds publics. Et en conclusion, c'est des fonds privés et qu'il faut donc déclarer que les faits sont prescrits. Sincèrement, je ne comprends pas. Alors, vous savez, pour l'infraction de détournement de données publiques, on peut revenir sur les éléments constitutifs. Il faut des actes matériels de détournement. Et ces actes matériels doivent porter sur des fonds publics. Est-ce qu'on est d'accord? Et il faut terminer par l'intention coupable. S'il y a un de ces éléments qui n'est pas constitué, alors il n'y a pas d'infraction. Je peux comprendre que Maître Konombo Adama me dise, effectivement, il n'y a pas d'infraction, parce qu'il y a un des éléments constitutifs qui n'est pas réuni. Il faut tirer la conséquence et relaxer mon client. Ce raisonnement, je peux le comprendre. Mais quand on parvient à une prescription, j'avoue que je ne vois pas la logique. J'avoue sincèrement, je ne vois pas la logique. Quelle qualification il a donné au fait pour demander la prescription? Qu'il le dise, on va apprécier. C'est vol, c'est meurtre, c'est abus de confiance, c'est quoi? C'est quelle infraction? Par contre, je comprends, même si je ne la partage pas, la position de Maître Salamberet. En réalité, c'est la même proposition. Ce sont les conclusions qui diffèrent.
Voilà, donc ça me permet effectivement de glisser sur la nature des fonds. On est tous d'accord. Le carburant en cause appartient à l'État. Pour vous convaincre, avant que le carburant ne soit mis à la disposition donc, du ministère, il y a un bordereau de livraison auquel s'ajoute un PV de réception qui atteste que le ministère a reçu le carburant. C'est après ces actes que le paiement est opéré. Et après le paiement, en principe, dès la signature du PV de réception, le carburant devait être mis à la disposition du ministère. Toute la quantité. Mais ils ont instauré leur pratique. Après le paiement, toute la quantité n'est pas livrée. Le carburant reste au niveau du prestataire et les agents du ministère partent prendre en fonction de leurs besoins. Dites-moi, ce carburant qui est stocké au niveau du prestataire, c'est pour qui? Bien sûr, c'est pour le ministère. Il a payé, il a reçu. On a juste demandé aux prestataires d'en être dépositaires, de conserver ça pour eux. C'est bien le carburant du ministère. Alors, si on est d'accord avec ça, je pense que la compréhension devient facile. Je peux comprendre qu'on dise que le détournement ne porte pas sur des numéraires, mais sur du carburant. Monsieur le Président, analysons. Alors, ce qui est dit devant votre barre ici, c'est que le carburant qui est stocké au niveau de Mme Mamba, les agents du militaire partent. Au lieu de prendre du carburant, ils échangent contre des numéraires qu'ils envoient au service. Prenons l'exemple du cas de M. Pasco Bila. Il dit qu'il a fait amener en place, en lieu et place du carburant, des numéraires d'un montant de 10 millions. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de problème avec ça. Bien sûr, ça peut être une faute professionnelle, parce qu'on ne vous a pas permis de le faire. Mais s'il l'avait utilisé dans le cadre du service, il n'y a pas de problème. Il a échangé le carburant du ministère contre des numéraires. Il a amené ce à quoi le carburant devait servir, les numéraires ont servi à ça. Où est le problème? Nous, on n'a pas de problème avec ça. Sur le plan pénal, il n'y a pas de problème. Mais c'est le fait de les utiliser pour des fins personnelles qui cause un problème. Ces numéraires qu'on a échangé contre, du carburant qu'on a échangé contre des numéraires, et carburant de l'État, ces numéraires appartiennent à qui? À tout le monde sauf à Mme Bamba. Ah non, que les gens ne se méprennent pas. Ce n'est pas l'argent qui est viré au titre de ce contrat qui est restitué à Mme Bamba. Non, ce ne sont pas des fonds privés. C'est du carburant de l'État contre quoi on a troqué donc des numéraires. Ces numéraires appartiennent très bien à l'État, Monsieur le Président. Donc pour nous, si on ne parle pas de fonds publics, on va parler de quoi? Ah non, je suis désolé, c'est des fonds publics. Parce qu'au départ, c'était du carburant. Ils ont monnayé ces carburants contre des numéraires. Et ces numéraires appartiennent à qui? C'est à l'État, on est tous formels. Je pense que sur ce point, ne vous laissez pas distraire, Monsieur le Président. Il s'agit bel et bien des fonds publics. Je reviens au premier élément. Alors, nous sommes tous des juristes. Nous connaissons le principe. En matière pénale, les lois ne rétroagissent pas, sauf si elles sont plus douces. La non-rétroactivité des lois pénales. Effectivement, les faits ont été commis sous l'égide de la loi de 1996. Effectivement, lorsqu'on analyse donc les sanctions, la loi de 2025 semble être, par rapport aux amendes, légèrement, je dis bien légèrement, plus sévère. Alors, je pense que c'est une situation qui les arrangeait. Pourquoi ils ne l'ont pas soulevé devant les juges d'instruction? Je ne sais pas. Pourquoi, lorsque vous avez notifié les préventions à leurs clients, pourquoi ils ne l'ont pas soulevé? Mais dans tous les cas, pour ce test, je pense que ce n'était même pas nécessaire. Monsieur le Président, vous allez apprécier. C'est la question d'ordre public. Dans tous les cas, vous allez apprécier. Voilà, nous avons fait les choses selon notre conviction. Il vous appartient maintenant d'apprécier, Monsieur le Président. Je pense que c'est ce que je m'arrête là pour le moment. Merci, Monsieur le Procureur. La
La défense a la parole pour réagir sur le débat contradictoire. Maître Kondombo, sur la prescription que vous avez soulevée, sur les faits reprochés à M. Ouedraogo, Ismaël, son Payimdi. Oui, Monsieur le Président, si j'ai la parole, je pourrais opiner. Vous l'avez, Maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai écouté les arguments de l'ASUE ainsi que le développement du parquet qui ne me comprend pas. Mais bon, c'est son point de vue. Il dit qu'il ne me comprend pas, il ne comprend pas ma logique juridique. C'est son droit. Et avec tout le respect que je dois au parquet, j'estime que le parquet ne m'a pas écouté attentivement dans mon raisonnement juridique. Je suis parti définir ce que c'est qu'un agent public, ce que c'est que des deniers publics, pour parvenir donc au contrat, au marché public, aux responsabilités contractuelles et tirer une conséquence. Les deniers publics ont été transférés dans le compte de qui? Le parquet dit que ça a transité dans le compte de Mme Bamba. Donc c'est elle qu'on a utilisé pour détourner. Si tel est le cas, elle est où? Et puisque en parlant de ses responsabilités, que ce soit contractuel, que ce soit pénal, j'ai tiré la conclusion que pour moi, ces deniers-là, en quittant le compte trésor de l'État, du ministère, se transforment en fonds publics dans le compte de la société de Mme Bamba, la société plus. Et tel que considéré, ça devient des fonds privés. C'est la logique. Et si ça devient des fonds privés, c'est qui devrait poursuivre M. Ouedraogo Sampayimdi? Mme Bamba, qui a l'action, qui peut poursuivre à travers une plainte, ou bien c'est le parquet qui se subrose à elle pour poursuivre, ou c'est le ministère qui se subrose à elle pour poursuivre. Voici mon raisonnement. Et si ça devient des fonds privés, alors de 2016-2017 à 2025, date à laquelle, je précise, M. Ouedraogo a été mis en examen, on est largement hors délai de prescription. Et pour revenir sur la loi applicable, et c'était sous l'égide de quelle loi que les fonds ont été détournés? Cette loi prévoyait quel délai de prescription? C'est sur toutes ces questions que j'ai soulevées. Pour dire que même la prescription, moi je peux ne même pas la soulever, mais l'indexer pour vous permettre d'office de dire qu'il y a prescription. Maintenant, que la juge vienne dire que c'est une infraction occulte. Bon, en 2016-2017, il a quel texte qui parlait d'infraction occulte? Qu'il me sorte la disposition pour qu'on en parle. En 2016-2017, au moment des faits, lorsque le code de 96 était en vigueur, il a quelle disposition qui parle d'infraction occulte, dont la prescription commencerait le jour de la découverte? Il a quel texte? Nous connaissons bien nos textes. Bon, souvent, quand l'argument est imparable, il faut l'accepter. Et puis on circule. C'est pourquoi, Monsieur le Président, n'ayez pas de problème que je vous admire. C'est naturel. C'est quand vous tenez les débats ainsi, vous donnez l'occasion à chacun de s'exprimer, c'est admirable. Et donc recevez donc une fois de plus mes amours. Et rentrez en voie de délibération, dites que ces moyens-là sont imparables. Le parquet n'y peut rien, la juge n'y peut rien. Monsieur Ouedraogo, c'est comme quelqu'un comprend, on vient, on met dans l'eau mouille, on prend, on jette. N'acceptez pas ça. Je vous remercie. Monsieur le Président, sur le texte applicable, effectivement, le dossier est passé à l'instruction. Si ça s'était limité là-bas, il n'y avait pas de débat. Mais le dossier est venu en jugement. Et pour juger,
La première question que le juge doit se poser quand on est en matière pénale, c'est d'abord si je suis compétent. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas d'empêchement diriment qui, même s'il n'est pas soulevé par les parties, doit être soulevé par le juge lui-même. En compulsant, je sais que même le parquet ça n'est pas rendu compte, puisque le parquet a mélangé des faits de 2024 ou bien de 2022-2023 avec des faits de 2016. Cet imbroglio ne lui a pas permis de comprendre qu'on ne peut pas poursuivre ces gens-là sur la base du même texte. Voici d'où est venue l'erreur du parquet. Et moi aussi, je dis, le procès, c'est ça aussi. Quand on a visé le mauvais texte, on dit on a visé le mauvais texte. Et c'est pourquoi je salue quand même le parquet pour ce qu'il dit. On s'est trompé, vous apprécierez. Mais je dis en même temps que pour des faits de 2016, si je prends le cas de mon client, il a quitté là-bas en mars 2017. Il a cessé de fonction en mars 2017, le 29 mars. Si poursuite même devait avoir contre lui pour des faits avérés, on avait jusqu'à 2020. Pour le faire, mars 2020 pour le faire. Et dans la computation et dans l'analyse des textes là, on a vu que bon non. Il faut soulever cette question de texte pour qu'au moins le débat soit on s'acclare là-dessus, et que vous puissiez vous prononcer. Mais je pense que le parquet lui-même vous a dit, au regard de ce qu'on s'est trompé de texte, bon, il faut tirer les conséquences. Ce sont des faits qui sont prescrits effectivement. Parce qu'il ne faut pas se tromper comme l'a dit l'a fait. Il faut aller invoquer les dispositions d'une loi plus récente, aller l'insérer dans la loi pénale d'interprétation stricte. En son temps, la loi n'a pas prévu les infractions opaques. La loi disait seulement que la prescription court à compter de la commission des faits. C'est avec l'évolution, on est arrivé aujourd'hui à dire qu'il y a des infractions qui sont des infractions opaques. On ne peut découvrir que, par exemple, lorsque l'auteur de sa commission n'est plus en service. Parce que quand il est là, il constitue une ombre. Tel n'était pas le cas aujourd'hui, parce que tel n'était pas le cas avant. Cette loi n'avait pas prévu ce mécanisme-là. Donc on en tire les conséquences. C'est ça aussi le jugement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Beth. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, nous n'allons plus épiloguer sur la question de l'application de la loi, parce que je pense que le débat est assez clair et que même le procureur a fini, on peut le dire, par l'admettre. Quand on vous dit, vous allez apprécier. C'est vraiment clair, c'est imparable. La loi applicable, c'est bien la loi de 96. Maintenant, nous nous sommes sentis obligés de réagir parce que dans ces explications, ou du moins dans ces exemples, Monsieur le procureur a fait cas de notre client lorsqu'il dit que il n'y aurait pas de problème s'il était sûr que les fonds récupérés par M. Pasco étaient rentrés dans le fonctionnement du service public. Nous sommes un peu surpris parce que rien ne dit que ce n'est pas rentré dans le fonctionnement du service public. Ça, au moins, c'est clair. Et le débat, justement, a consisté à établir cela. Et nous avons dit que c'est rentré dans le service public et que forcément, c'est ressorti dans le rapport de l'ASE, lequel rapport nous n'avons jamais eu accès. Donc, rien ne dit que les fonds que M. Pasco a pris ne sont pas rentrés dans le fonctionnement du service public. Ça, c'était cette vérité que je voulais restaurer. Maintenant, Monsieur le Président, pendant qu'on parle de l'application de la loi pénale dans le temps, nous aurons bien voulu soulever l'exception de prescription, comme certains de nos confrères ici. Mais on était buté par quasiment cette impossibilité parce que lorsque vous lisez
la loi applicable à mon client, l'article 154 de l'ancien code, la partie qui devait nous permettre de savoir si nous sommes en matière de délit ou de crime pour déterminer le délai de computation de la prescription n'a pas prévu cela. C'est pourquoi nous avons ce matin attiré votre attention sur même l'existence de cette infraction. Parce qu'on a pris les hypothèses que l'article 154 a prévues. Premièrement, c'est supérieur ou égal à 1 million. Ensuite, supérieur à 10 millions. On n'a pas dit supérieur ou égal à 10 millions. Ça veut dire le montant 10 millions pile n'a pas été pris en compte. Alors que notre client est poursuivi pour 10 millions exactement. Si par exemple, l'hypothèse que d'ailleurs la loi actuelle a tenté de corriger, si vous comparez l'article 332-17 de la loi de 2018, vous verrez qu'elle est revenue corriger le vide qu'elle avait laissé au niveau de la loi de 96. Donc, c'est ce problème-là. Nous, on aurait bien voulu soulever cette exception si on connaissait les quantums de peine prévus pour déterminer si c'est criminel ou délictuel, pour pouvoir soulever notre exception. Mais comme la disposition de la loi ne nous permet pas de nous situer, c'est pourquoi nous avons conclu que l'infraction même ne peut pas exister parce que la loi a pris toutes les hypothèses sans prendre l'hypothèse qui nous est applicable aujourd'hui. Donc, c'était ça, c'était utile qu'on le clarifie. Et en tout cas, merci pour votre attention, Monsieur le Président. Je suis sûr que vous avez compris notre démarche ce soir. Merci bien. Merci, maître. D'accord, ok. Vous pouvez y aller. Monsieur le Président, j'insiste toujours sur ce que j'appelle des insinuations du parquet, tendant à vous faire croire que M. Pasco Bila a utilisé les 10 millions pour son propre compte. Mais avant d'y revenir, je voudrais dire que nous attendons toujours le rapport définitif de la SE. C'est vrai que le bâtonnier a fait lecture de certains passages du rapport provisoire qui ne lie personne. C'était cette clarification que je voulais apporter avant de revenir. Dans mon intervention du matin, je me suis beaucoup plus appesanti sur la requalification. Je voudrais poser la question de savoir si c'est dans le cadre de la requalification que le parquet avait demandé la requalification de l'infraction de complicité de détournement public en détournement public, que le parquet a insinué ce soir que M. Pasco Bila a utilisé les 10 millions pour son propre compte, ou bien c'est dans la caractérisation de la nature des fonds. Si c'est dans la requalification, on voudrait demander la permission pour reposer le débat, pour qu'on en discute. Mais si ce n'est pas le cas... On n'a même pas ouvert le débat sur ça. C'est un exemple. Vous êtes parti sur un exemple donné par le parquet. Voilà. C'est ça qui m'a permis de vous laisser d'aborder la question. Sinon, nous n'avons pas posé de problème là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, les débats restent en état concernant la situation de votre client. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais juste établir de façon certaine que M. Pasco Bila, tout dans le dossier prouve que M. Pasco Bila a utilisé les fonds dans l'intérêt du service public. Je vous remercie. Merci, maître. Donc, cela me permet maintenant de... c'est pas fini? Je pensais qu'on avait fini, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le Président, je n'ai pas eu la parole. D'accord. À votre autorisation. Monsieur le Président, un certain Nicolas Boileau lui a dit que ce qui se conçoit bien
s'énonce clairement et les choses, pour le dire, arrivent aisément. Vous avez vu la peine qu'a eu l'AGE à répondre aux préoccupations que vous avez soulevées. Sans sourciller, ils ont demandé 221 millions, 50 millions par-ci, 10 millions. Il a suffi qu'on demande 25 millions. Là, ils ont paniqué. Ils disent que ce n'est pas possible, ils ne sont pas partis. Monsieur le Président, l'article 9 est clair. La partie qui succombe. Est-ce que dans ce procès, l'AGE est partie pour le compte de l'État, oui ou non? C'est la question à laquelle vous devez répondre. S'ils ne sont pas partis, qu'est-ce qu'ils font dans la salle? Leurs réclamations sont fondées sur quoi? L'État est bien parti, doublement parti, par le ministère public et par l'AGE. L'AGE dit qu'on ne peut pas condamner le ministère public. Est-ce que nous avons demandé la condamnation du ministère public? Nous avons demandé la condamnation de l'État. Partie civile. Nous pensions abusif de partie civile. C'est possible. Monsieur le Président, oui, je salue la hauteur du parquet qui a reconnu Monsieur le bâtonnier, oui. Je voudrais que vous précisez, c'est une demande conventionnelle de condamnation à des frais exposés non compris dans le départ. En principe même, ce n'est pas une demande conventionnelle parce que la loi m'autorise à demander. Ce sont des frais exposés, ce ne sont pas des dommages intérêts. C'est par abus de langage, j'ai dit demande conventionnelle. Sinon, ce sont des frais exposés non compris dans les dépenses. C'est bien clair, l'article 9 de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso. Merci pour la précision. Merci. Oui. Je disais que je salue la hauteur du parquet qui a reconnu que la loi applicable, c'est la loi à l'instant des faits. Mais seulement, je n'ai pas compris pourquoi il nous demande de ne l'avoir pas évoqué devant le juge d'instruction. D'abord, devant le juge d'instruction, on va lui expliquer pourquoi. Le juge d'instruction a visé le premier alinéa de l'article 332-17. Ce premier alinéa définit la sanction et définit l'infraction, ce que c'est que le détournement de deniers publics. Et lorsque vous prenez le premier alinéa de l'article 154, applicable au moment des faits, ce sont les mêmes termes à la virgule près. Donc pourquoi on va s'offusquer? Devant le juge d'instruction n'a pas fait référence aux alinéas 2, 3 et 4 qui parlent de la sanction. La sanction a été évoquée ici pour la première fois par le parquet. Voici la raison simple. Donc c'est l'occasion pour moi de vous dire, Monsieur le Président, comme nous sommes tous d'accord que c'est la loi applicable au moment des faits, vous apprécierez également sur la prescription des infractions parce que ce ne sont pas les mêmes délais. Monsieur le Président, l'AGE a eu la peine à dire si ce sont des fonds publics ou pas, de même que le parquet. La question précise qui a été posée, s'agit-il de deniers publics? Aucun d'eux n'a pu être affirmatif. Ils se sont contentés de dire que c'est le mode opératoire, le circuit. Mais je suis étonné. Vous dites qu'il y a un mode opératoire. Cela veut dire que vous avez un groupe de personnes qui a organisé cette fuite de deniers, puisqu'ils pensent que ce sont des deniers. Mais la personne centrale, Madame Bamba, elle est où? Elle est où? C'est celle-là même que le parquet prend comme premier témoin. Il vient prêter serment à votre barre. On n'a qu'à être un peu sérieux. On n'a qu'à être un peu sérieux. Il n'y a aucun mode opératoire. Il n'y a aucun mode opératoire. Il ne peut pas s'agir de deniers publics. Monsieur le Président, prenez simplement l'article 332-17 même que le parquet
utilise. Celui qui est coupable de détournement ou de dissipation, c'est celui à qui a été confié les fonds. Donc, et c'est précisé qu'elle détient en raison de ses fonctions. Madame Bamba exerce quelle fonction dans l'administration? Quelle fonction? Peut-être qu'elle était agent public le temps de recevoir les fonds, comme la JEM a le dit, s'il y a une disposition qui le prévoit. Madame Bamba n'est pas un agent public. Et ensuite, nous sommes au niveau de la commande publique. Monsieur le Président, est-ce que l'État a fait un constat de la non-livraison de carburant? Négatif. Est-ce que l'État a fait une réclamation de fourniture de carburant? Négatif. Est-ce que Mme Bamba devait livrer des sommes espèces au ministère? Négatif. Mais comment on peut dire que les agents ont monnayé le carburant contre de l'espèce? C'est quel agent qui détenait le carburant? C'est quel agent? Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on vous fasse rendre une décision ridicule à votre juridiction. Vous pouvez vous renseigner auprès des grands comptables, auprès des grands financiers. Les deniers publics, les fonds publics répondent à des caractéristiques, à des conditions précises. Je rappelle, il y a la notion de transparence, d'appartenance. C'est-à-dire que ça doit appartenir à l'État burkinabé. Nous sommes en matière de vente. L'État a exécuté son obligation. La contre-obligation de PLUF, la société PLUF, c'était quoi? Fournir du carburant en matière de commande publique. S'il y a un litige, qu'est-ce que l'État devait faire? C'est l'ARCOP. Après l'ARCOP, il n'y a pas de solution, c'est le tribunal administratif. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Est-ce que vous avez à votre dossier un document qui atteste que Mme Bamba n'a pas exécuté son obligation? Puisque nous avons les bordereaux de livraison qu'elle a produits, nous avons un rapport de la SELC qui dit que sur 206 millions, il y a 195 qui ont été dépensés, il reste 11 millions. En plus, Monsieur le Président, il y a le régime juridique des deniers publics qui sont soumis à un régime spécifique, comme je l'ai dit, qui prévoit des règles strictes pour leur gestion, leur utilisation et leur contrôle. Est-ce que l'État pouvait aller imposer une gestion, une utilisation et le contrôle sur les comptes de la société PLUF? C'est impossible. C'est impossible. C'est l'évidence. On ne peut pas contester l'évidence, Monsieur le Président. J'aurais aimé, comme le parquet l'a reconnu pour la loi applicable, qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas en présence de fonds publics. Même s'il s'agissait de fonds publics, je dis même s'il s'agissait de fonds publics, qui les détenait? C'est Mme Zongo? Non. Parce qu'il faut détenir ces fonds. Il faut que l'État ait mis ces fonds entre vos mains. Et ça appartient toujours à l'État. Mais lorsque l'État paie un matériel, l'argent ne lui appartient plus, c'est le matériel qui lui appartient. Si le matériel n'est pas livré, qui est le responsable? C'est le prestataire ou un tiers? Les règles en matière contractuelle sont évidentes. Peut-être que le parquet n'est pas coutumier de cela, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Monsieur le Président, il n'y a pas de deniers publics. Et j'ai ajouté dans ma plaidoirie, l'État qui aime la traçabilité,
qu'ils produisent au dossier la preuve que les 35 millions ou 86 millions sont sortis des caisses de la société. Je dis bien des caisses de la société, pas des comptes de Mme Bamba. Voici des préalables auxquels l'État, l'AGE ne peuvent répondre. Je ne peux pas deviner le sexe d'un ange, Monsieur le Président. Je me contente de ce que je vois, de ce qui est constant, de ce qui est indiscutable. Je pense que c'était les 2-3 questions. Oui, Monsieur le Président, lorsque on plaide, voyez-vous, on a traité Mme Zongo Yenlo ici de délinquante. Nonobstant la présomption d'innocence, le procureur a fait une conférence de presse où il a jeté l'opprobre sur le corps des avocats en disant que c'est eux qui font des dilatoires. Ici, lorsqu'on dit simplement qu'on pense que c'est de l'acharnement, c'est de l'acharnement quoi? C'est un ressenti. De l'acharnement, ce n'est pas jeter notre justice à l'opprobre. Ce n'est pas jeter de l'opprobre sur notre justice. C'est un ressenti. Est-ce que Mme Zongo Yenlo ne peut pas avoir ce ressenti-là? On la poursuit et on lui interdit de ressentir, d'avoir des sentiments. Je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. Que Mme Yon ne peut pas exprimer son ressenti, oui. Mais c'est lorsque M. Tondepamo dit qu'il a fini lui-même par faire sien le ressenti de Mme Zongo. À partir des déclarations du parquet, c'est ce qu'il a dit. C'est à partir des déclarations du parquet. Il traite Mme Zongo de délinquante, de responsable indélicate. Monsieur le Président, nous aurions pu nous offusquer, mais nous sommes à un procès. Nous savons que deux fois, les mots dépassent la pensée. Donc, il ne faut pas que le procureur en tienne rigueur à mon jeune confrère. Voilà, il a compris, il n'y a pas de problème. Loin de lui de jeter l'opprobre sur notre justice. Sinon, on ne serait pas là, Monsieur le Président. Cela nous rassure, Monsieur le bâtonnier. Merci bien. Merci beaucoup.